Démocrates et républicains, c'est le match aux États-Unis tous les 4 ans. À croire qu'il n'y a que 2 partis politiques dans le pays. Et pourtant, est-ce que vous me croyez si je vous disais qu'il y avait 22 candidats pour cette présidentielle américaine en 2024 ? Oui, 22, dont un qui se prend en photo avec une botte sur la tête. Howdy folks, aujourd'hui je vais vous donner les 3 raisons principales qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a que 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. Mais déjà, sachez que cette vidéo est la 2e d'une série de 6 vidéos sur les élections américaines. Si vous avez loupé la première, retrouvez le lien en description. Et je veux aussi souligner et remercier les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon parce que vous avez déjà accès à l'ensemble de la série. Merci à vous, c'est grâce à vous que la chaîne peut exister. En parlant d'exister, ils existent vraiment ces 22 candidats à la présidentielle en 2024 ? Si on regarde la liste des présidents américains dans le passé, on se rend vite compte qu'il y a une alternance entre démocrates et républicains depuis bien longtemps. En fait, c'est le cas depuis la création du Parti républicain par Abraham Lincoln. Donc cette alternance date de 1861. Et même avant ça, en fait, il y avait une alternance entre les démocrates et le Parti Whig. Finalement, il y a toujours eu que 2 partis au pouvoir aux États-Unis. Au pouvoir, certes, mais ça ne veut pas dire que d'autres petits candidats n'essayent pas d'exister. Alors, qui sont ces 22 candidats et pourquoi on n'en entend pas parler ? On arrive au problème numéro 1 qui fait qu'il est difficile d'exister au niveau national pour la course à la présidence. Si vous souhaitez être élu président, il faut convaincre les électeurs de chaque État de vous accorder les grands électeurs de cet État. Donc la conséquence, c'est qu'il faut se présenter dans chaque État. Et comme on l'a vu dans la première vidéo, chaque État a ses propres règles, et ça vaut aussi pour les conditions d'inscription des candidats. Au Colorado, pour se présenter, il faut récolter 12 000 signatures d'ici au 11 juillet. Oh, ça va, 12 000 signatures. Oui, mais ça c'est pour les faciles. En Californie, il en faut 219 000. Au Nevada, il faut collecter un nombre de signatures supérieur à 1% du nombre total de votes exprimés lors de l'élection au Congrès de l'année précédente. Dans l'État de New York, il en faut 45 000. Ouf, c'est moins. Oui, sauf qu'il faut au moins que la moitié des districts ait contribué 500 signatures. Bon, on va pas en faire une liste exhaustive. Ça change en fonction des États et ça change en fonction des années. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir se présenter dans chaque État, il faut déjà être suffisamment populaire pour récolter des signatures, mais aussi avoir la machine électorale derrière pour assumer la campagne. Une campagne à la présidence américaine coûte plusieurs milliards de dollars. C'est difficile de mettre un chiffre dessus parce que il s'agit pas juste des comptes de campagne des candidats. Le parti peut aussi lever de l'argent et des associations partisanes peuvent aussi collecter des fonds et lancer des campagnes de publicité. Bref, c'est une vraie machine de guerre et une vraie machine à cash. Aujourd'hui, la course à la présidence est vraiment difficilement accessible aux petits candidats, ne serait-ce qu'à cause du ticket d'entrée. Pour cette élection de 2024, seuls Donald Trump et Kamala Harris seront présents dans les 50 États plus Washington DC. Oui, c'est dingue. Ce sont littéralement les 2 seuls à avoir la force de frappe nécessaire pour juste se présenter légalement à l'élection dans tous les États. En 2020, c'était le Parti libertarien de Joe Jorgensen qui était arrivé 3e derrière Biden et Trump, avec seulement 1,18% des voix. Ils sont arrivés 3e, mais pourtant, le Parti libertarien en 2024 n'a pas réussi à se présenter légalement dans l'État de New York, ni dans le Tennessee. Et dans l'Illinois, il faudra voter blanc et écrire au stylo la mention libertarien pour que ça compte. Autant dire que ce parti va pas aller loin. Même problème pour le Parti vert qui avait récolté 0,26% des voix en 2020 et qui n'est pas présent dans un quart des États ce coup-ci. Et ça, ce sont pour les partis qui sont un minimum sérieux. Oui, on en vient au candidat avec le chapeau en forme de botte là. Parce qu'il y a des partis dont personne n'a entendu parler, comme le Parti socialiste travailliste, dont la candidate vient de Floride mais qui n'a pas réussi à récolter assez de signatures dans son propre État. Il y a aussi le Parti socialiste égalitaire. Oui, c'est presque la même chose que le premier. Le Parti de la Constitution. Le Parti de la sainteté, de la vérité et de la justice. Il y a aussi un type dans le New Hampshire qui a changé son nom légal en Lucifer et qui n'a pas encore annoncé son vice-président. Sans doute Satan. Il y a aussi le Parti de la Prohibition qui veut interdire l'alcool, mais n'a réussi à se présenter que dans l'Arkansas. Et enfin, nous arrivons au Parti de la botte. Le Parti pirate. Représenté par Vermin. Vermin ? Vraiment ? Vermin Love Supreme. Non. Son programme politique comprend de rendre illégal de ne pas se brosser les dents, et en tant que président, il voudrait subventionner la recherche sur le voyage temporel. Bon, lui, il n'est candidat que dans le Delaware. Je résume, la raison principale pour laquelle c'est difficile pour un candidat indépendant de faire la course à la présidence aux États-Unis, c'est une question de logistique et de coût. Ça coûte beaucoup d'argent d'être dans les 50 États plus Washington DC. Mais la raison numéro 2, elle est beaucoup plus pragmatique et ça vient du mode de scrutin. L'élection présidentielle américaine est en effet une élection à un tour. On le voit d'ailleurs dans les sondages. Souvent, les candidats indépendants sont crédités de quelques pourcents pendant l'été, mais leur score s'effondre le jour de l'élection parce que les gens sont poussés à voter utile et à reporter leur voix sur un des 2 candidats principaux qui, eux, ont une vraie chance de gagner. Il faut remonter à 1992 pour voir un 3e candidat faire un score significatif. Ross Perot se présente alors contre Clinton et Bush père. Clinton remporte cette élection avec 43% des voix. Bush arrive 2e avec 37,4% et Perot, lui, fait un score très honorable pour un candidat indépendant avec 18,9%.
Est-ce que Bush aurait fait un deuxième mandat si Perot ne s'était pas présenté? Ce serait peut-être le sujet d'une vidéo dédiée. Mais là, on voit bien que c'est possible aux États-Unis pour un troisième candidat de faire des vagues. Et si c'est bien le cas, et que ça a permis l'élection de Clinton, est-ce qu'on peut dire que Perot a pompé des voix à Bush pour les donner à Clinton? Bah, tu vois, pomper. Je me demande si du coup ça a donné des idées à Bill, tu vois. T'as compris? Hein? Laisse un like. Ah oui, bon. Alors, Perot a fait 18,9% des voix, mais il n'a remporté cependant aucun État. Donc au final, il n'a même pas gagné un seul grand électeur. 0. Mais ça, c'est le système de collège électoral qui veut ça. Les abonnés Patreon peuvent déjà aller voir la vidéo suivante qui détaille pourquoi ce système est pourtant important pour la démocratie. Encore une fois, merci aux souscripteurs YouTube et aux abonnés Patreon, vous avez déjà accès à l'ensemble des 6 vidéos de la série, merci à vous. En 2024, il y avait aussi un troisième candidat solide, Robert Kennedy Jr. Il avait réussi à se présenter en tant qu'indépendant dans tous les États sauf l'État de New York. Et le 23 août, il a annoncé suspendre sa campagne dans les États clés pour se rallier à Donald Trump. À l'heure où j'écris cette vidéo, Kennedy est toujours présent dans 33 États qui ne seront pas décisifs dans cette élection. Son but ici est d'arriver à y faire un score honorable pour peut-être retenter en tant qu'indépendant en 2028. On a donc vu 2 raisons pour lesquelles c'est difficile d'avoir un troisième candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, la logistique et le coût, et aussi le mode de scrutin à un tour. Mais la troisième raison est un peu plus obscure, et c'est la peur bleue qu'ont les Américains d'une élection contingente. Vous inquiétez pas, c'est facile à comprendre. Pour être élu aux États-Unis, il faut remporter plus de la moitié des grands électeurs. Plus de la moitié, oui. Pas plus que les autres candidats, mais bien au moins 270 grands électeurs. Si jamais l'élection est divisée entre plusieurs candidats qui remportent chacun certains États, mais qu'aucun n'arrive à 270 grands électeurs, alors l'élection est déclarée nulle, et on rentre alors dans le processus d'élection contingente, décrit dans l'article 2, section 1, clause 3 de la Constitution. Lors de cette procédure exceptionnelle, la Chambre des représentants choisit le président parmi les 3 candidats ayant reçu le plus de grands électeurs. Et le Sénat choisit le vice-président parmi les 2 candidats ayant reçu le plus d'électeurs. Oui, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation de cohabitation. Ce processus permet donc au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, de choisir président et vice-président. C'est le nouveau Congrès élu qui choisit, et le vote commence dès janvier, lorsque le nouveau Congrès rentre en fonction. Mais rien n'oblige les chambres à trouver une solution rapidement. Si jamais aucun choix n'est fait d'ici au 20 janvier, qui est la date de fin de mandat du président et vice-président, alors le président de la Chambre, qui est le suivant sur la liste de succession, reprend la présidence par intérim le temps qu'un choix soit fait. Si le Sénat choisit un VP alors que la Chambre n'a pas encore choisi un président, alors le VP reprendra la présidence par intérim puisqu'il sera alors le nouveau suivant sur la ligne de succession. Le processus d'élection contingente est arrivé 3 fois dans l'histoire des États-Unis. En 1800, lors de la première élection présidentielle à cause d'un cafouillage dû à des règles électorales qui ont changé depuis. En 1824, lorsque 4 candidats ont réussi à se partager la carte électorale. Vous voyez, je vous dis, depuis, c'est la peur bleue des 3e et 4e candidats. Et enfin, la dernière fois, c'était en 1836, lorsque les grands électeurs de la Virginie se sont retournés au dernier moment, ignorant le vote du peuple, et ont choisi un autre vice-président à la place de celui qui avait été dûment élu. Normalement, là, vous devriez être curieux. Qui sont ces grands électeurs? Ce sont vraiment des personnes physiques ou c'est juste des sièges comme ça qui existent? Les abonnés Patreon et les souscripteurs YouTube ont d'ores et déjà accès à l'ensemble des 6 vidéos de la série, et notamment celle sur les grands électeurs. Vous retrouverez les liens en description. Merci à vous qui soutenez la chaîne. Laissez un like à cette vidéo avant de partir. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.